bonjour, merci de nous retrouver pour ce débat exceptionnel de près d'une heure consacré à la 8e circonscription du Nord qui comprend une grande partie de Roubaix et Wattrelos. À mes côtés pour animer cette émission, Odile Senelard de France Bleu Nord, bonjour. Bonjour. Avec nous pour nous exposer leurs propositions, Catherine Osson, députée sortante de la majorité présidentielle, bonjour. Bonjour. Amine Elbaï pour les Républicains, bonjour. Bonjour. Frédéric Serdobel, représentant de la candidate RN Rachida Sarawi, bonjour. Bonjour. Et David Guiraud de la NUPES, bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Avant de se lancer dans ce débat, on se penche sur le profil de votre circonscription, un portrait préparé par Amandine Cagnard. La 8e du Nord, c'est une circonscription qui comprend une partie de Roubaix et Wattrelos. Elle se caractérise par une population beaucoup plus jeune que la moyenne nationale, 35 ans au lieu de 41. Elle est aussi bien plus concernée par la précarité, plus d'un habitant sur 3 vit sous le seuil de pauvreté, c'est plus du double de la moyenne française. Les catégories aisées sont peu représentées, le niveau de vie médian est de 15 680 € par an contre 21 930. Les plus jeunes sont encore plus touchés par cette pauvreté, presque un jeune sur 2. Ici, il y a aussi plus de chômage, 4 points de plus que la moyenne. À noter que le pourcentage de chômeurs n'ayant jamais travaillé y est 2 fois plus important. Une grande majorité des habitants est peu ou pas diplômée. Les ouvriers y sont bien plus nombreux que la moyenne, les employés également. C'est une circonscription connue pour son taux d'abstention record, 70% au deuxième tour des législatives de 2017. Catherine Osson de LREM l'avait alors emporté avec 63% des suffrages, contre 37% pour la FN Astrid Leplat. Alors pour commencer, nous vous avons demandé de choisir une photo qui nous permette de mieux vous connaître, de savoir qui vous êtes, d'où vous venez. Il a été procédé à un tirage au sort pour savoir qui allait commencer. Et c'est donc vous, Amine Elbaï, qui allez commencer. Vous nous présentez votre photo. Eh bien, sur cette photo, j'ai fait le choix de mettre en valeur mon petit frère, Yanis. Il est âgé de 17 ans et j'ai voulu prendre une pause dans cette campagne samedi dernier sur la Grande Place de Roubaix à l'occasion de la fête du jeu, parce que Yanis m'a donné la force de me battre. C'est un enfant autiste, il est âgé de 17 ans et depuis 15 ans, avec ma maman qui m'accompagne aujourd'hui et qui est en coulisses, nous nous battons pour faire en sorte que les enfants autistes puissent être scolarisés en France. Et depuis 15 ans, Yanis est scolarisé en Belgique, faute à notre pays de ne pas avoir suffisamment de capacité d'accueil pour accueillir les enfants handicapés. Tous les matins, Yanis effectue 1 heure de trajet en transport et tous les soirs, il effectue également 1 heure, ce qui fait 2 heures par jour pour pouvoir aller à l'école. Et j'affirme aujourd'hui que le droit à l'éducation est un droit fondamental et je placerai ce combat pour la scolarisation des enfants handicapés comme l'une de mes premières priorités dès mon élection le 12 juin prochain. Merci pour cette présentation. David Guiraud, c'est à vous de présenter votre photo. Oui, vous avez demandé une photo qui nous ressemble. Bon, voici une en manifestation, joviale, déterminée, puis en manifestation. Comme je l'ai dit, c'était il y a plus d'1 an. À l'époque, je manifestais déjà pour les services publics, contre la précarité, pour l'emploi, avec les masques. Vous vous en souvenez de cette époque un peu difficile. Ça fait 10 ans maintenant que je me bats, pour ma part, pour un service public de qualité. Parce que le service public, c'est le seul patrimoine des classes populaires. Et à Roubaix, comme à Wattrelos, dans une des circonscriptions, vous l'avez dit, les plus pauvres de France, l'accès à la santé, à l'hôpital, à l'éducation, à des services publics essentiels comme la Poste est devenu très difficile. Dans cette circonscription, les gens bossent dur, ils travaillent bien, mais les salaires sont bas, les retraites sont faibles, pendant que les prix, eux, continuent d'augmenter en flèche. Et c'est le combat que j'entends mener sur cette circonscription, et je le dis, ne laissez pas Emmanuel Macron et sa députée Catherine Osson continuent à détruire la solidarité en France. Ne les laissez pas détruire cela parce que Emmanuel Macron est le président des riches. Et les riches, eux, ils peuvent se passer de services publics. Mais les habitants de Wattrelos et de Roubaix, ils ne peuvent pas. Merci. Voilà, ils ne peuvent pas. Je vais finir là-dessus. Je suis déterminé à être un député de combat pour défendre les gens, pour défendre les habitants de Roubaix et de Wattrelos. Je le dis parce qu'on leur vole tous les jours un peu de dignité, un peu de bonheur. Un peu de bonheur, c'est par exemple la retraite à 60 ans que je propose. Et vous aurez l'occasion de développer plus tard. Je finis très rapidement là-dessus, c'est important.
Non, vous aurez l'occasion d'en reparler plus tard. C'était pour votre portrait dont vous voulez parler. Je pense qu'on va laisser la parole aux autres, sinon vous n'aurez plus le temps de... Si vous me permettez, en un mot. Le droit de prendre soin de sa famille, de ses petits-enfants, de ses enfants, c'est un combat essentiel que j'entends. Merci beaucoup. Frédéric Serdobel, c'est à vous de nous présenter la photo que vous avez choisie. Très bien, bonjour. Donc, je représente Rachida, notre candidate du Rassemblement national. Donc, c'est une Lilloise, mère de 3 enfants. C'est une ancienne chef d'entreprise. Elle croit fortement à l'être humain, à la laïcité, à la démocratie. Elle œuvre dans différentes associations pour la défense des plus démunis. Elle nous a rejoint il y a quelques années au Rassemblement national pour combattre contre le pouvoir d'achat, qui est une de nos priorités depuis des mois. Depuis septembre même à août, on souffre, la population Wattrelos-Roubaix souffre. On rencontre des gens tous les jours, la solidarité, elle est là, mais l'argent n'est plus là. Les habitants souffrent au niveau salaire, ils ont un minimum de SMIC à 1 270 € à peu près par mois, ils n'y arrivent plus. Ils vont à la station essence, ils n'osent même pas mettre 20 € d'essence, c'est 20 € pour 10 litres, ils n'y arrivent plus. Donc le pouvoir d'achat, c'est vraiment un des grands combats de notre candidate Rachida, mais aussi on va se combattre aussi sur la sécurité. Tous les jours, on rencontre des problèmes de sécurité au niveau de la commune de Roubaix, de Wattrelos, mais aussi dans toute l'agglomération lilloise. Merci beaucoup. Et c'est à vous, Catherine Hausson, de nous présenter la photo que vous avez retenue. Alors évidemment, j'ai choisi une photo d'école, l'école à qui je dois beaucoup. Moi, je suis née, j'habitais à un HLM des Trois Ponts à ma naissance. Mon papa était ouvrier, ma maman était secrétaire au 3 Suisse et elle a arrêté de travailler pour l'éducation de ses enfants. Rien ne me prédestinait, en étant née dans ce quartier, à devenir députée de la Nation. Et je dois beaucoup à l'école de la République, qui m'a beaucoup apporté, l'amicale laïque de mon quartier, qui m'ont permis d'avoir un parcours scolaire de réussite, et puis aussi de me fournir ce que ma famille ne pouvait pas me donner en termes de relations, en termes de code, en termes de réseau. Quand on est une enfant d'ouvrier, on n'a pas les mêmes moyens, on a des baskets un petit peu plus lourdes que les autres enfants. Cette école que j'ai servie pendant 20 ans en tant qu'enseignante, pour l'instant je suis en disponibilité. J'ai enseigné 20 ans dans les quartiers, j'ai enseigné à Roubaix, j'ai enseigné à Wattrelos. J'ai eu l'honneur à la Commission des finances de piloter la mission enseignement scolaire, un budget qui était de 70 milliards en 2017 et qui est actuellement de 74 milliards. Donc on a mis des moyens conséquents sur l'école de la République avec un focus sur les quartiers prioritaires qui correspondent parfaitement à la 8e circonscription du Nord. Voilà pour cette présentation. On a vu ce chiffre justement tout à l'heure, 70% d'abstention aux législatives il y a 5 ans dans votre circonscription. Alors est-ce que vos électeurs sont plus décidés cette fois à se rendre aux urnes? Regardez leurs réponses recueillies par Martin Vanlatan et Frédéric Gilté. Écoutez, moi je vote pas, je suis anti-vote. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Il n'y a rien qui change. C'est toujours la même chose. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait changer des choses pour vous ici? Absolument pas. On n'aime pas la politique. Non, c'est pas la peine pour moi, ça m'intéresse pas du tout. Est-ce que vous allez aller voter aux élections législatives? Justement, je ne sais pas ici. Je suis allée voter avant, mais là, je ne sais pas. Est-ce que vous allez aller voter? Oui. Pourquoi? Parce que c'est important de pouvoir se faire entendre et d'avoir au moins... On nous donne le moyen d'action, donc moi j'y vais. Non, franchement, avec tout ce qui se passe et toutes les casseroles qui traînent, j'ai vraiment pas... C'est la première année que je n'ai pas été votée pour les présidentielles et que j'irai plus voter parce que, c'est plus aucune confiance. Ça sert à rien de voter, quoi, en vérité. C'est parce que par rapport aussi bien Roubaix qu'ailleurs, il faut rien pour nous. C'est pas encore ce que je vais faire. Et pourquoi vous ne savez pas? Parce que... C'est-à-dire? Parce que ça me saoule. Catherine Hausson, on vient d'entendre ces habitants de la circonscription, visiblement pas décidés à aller voter. Comment faire pour les mobiliser, pour les inciter à se rendre aux urnes les 12 et 19 juin? Alors tout d'abord, la question de l'abstention, elle touche effectivement le territoire comme la 8e, comme beaucoup de villes et de quartiers populaires, parce que c'est compliqué, l'élection présidentielle, elle motive un petit peu. Le reste des élections est un peu plus manque un peu de l'attention de nos concitoyens. C'est pas le fait d'un parti. Je pense que d'abord, il n'y a pas de solution toute faite. En plus, moi, je réponds à ça par être présente sur le terrain. Quand j'ai reçu énormément de personnes en permanence, je suis très, très à proximité des associations, des clubs. Et quand on échange avec les gens, d'abord, il y a une méconnaissance des institutions. Vous savez, sur notre territoire, on veut d'abord voir son maire pour un problème de logement. Puis tout compte fait, comme le rendez-vous est un peu compliqué, parce que le maire va dire allez voir l'adjoint au logement, on va voir la députée, parce que la permanence parlementaire, elle est très accessible. Et puis si on connaît l'adjoint de son quartier, on va le voir. Et donc on a toujours l'impression que
sur les 4-5 personnes qu'on va voir, il n'y en a qu'une qui va résoudre le problème, qui est l'adjointe au logement, et on a l'impression que les autres ne servent à rien. Et puis je pense aussi qu'il faut de la probité. Il faut être exemplaire. On n'est pas toujours aidé, malheureusement. Alors plus de pédagogie, plus de probité, Amine El-Bailly, c'est la solution pour que les gens aillent plus voter dans votre circonscription? Alors d'abord, au préalable, il y a quand même une question qui n'est jamais posée sur les plateaux de télévision, c'est combien avons-nous d'électeurs inscrits? Nous sommes une circonscription avec plus de 133 000 habitants dans la 8e circonscription, c'est-à-dire une partie de Roubaix et la ville de Wattrelos. Et nous avons seulement près de 72 000 électeurs inscrits. Ce qui veut dire que près d'un habitant sur deux n'est pas inscrit sur les listes électorales. Oui, mais il y a des jeunes aussi dedans. Dans les habitants, on compte aussi les moins de 18 ans. Évidemment et les des gens jeunes, qui ont perdu leur mais il y a droit de aussi vote. une autre question qui résume le bilan catastrophique de la gauche, c'est cet accueil de populations étrangères et notamment des immigrés, entrés clandestinement sur le territoire français. Et ça, sur cette question-là, il va falloir sérieusement se pencher sur la question et prendre toute la mesure des enjeux à venir pour expulser les clandestins. Mais ça ne résout pas le problème de l'abstention. Les personnes qui peuvent être inscrites sur les électorales. Et je regrette d'ailleurs qu'à la ville de Roubaix. Pour les gens qui sont inscrits. Parce que quand on parle de 70% d'abstention, c'est sur les gens qui sont inscrits, qui ne sont pas convaincus. Absolument. Justement. Et donc sur cette deuxième question, après avoir ouvert le préalable, il faut évidemment plus de transparence en politique. Il faut plus de probité. J'ai été l'un des premiers exposés à Roubaix pour dénoncer, justement, lorsqu'un certain nombre d'élus ne respectaient pas les valeurs de la République ou la probité en politique. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut aussi faire en sorte que le député soit utile pour le territoire. J'entendais tout à l'heure Mme Osson, je n'ai absolument rien compris. Moi, ce que je sais, c'est que Mme Osson a supprimé la réserve parlementaire. Et le député n'est plus utile pour les associations. En ce qui me concerne, je m'engage à donner 10% de mes indemnités sur le mandat aux associations, c'est-à-dire 44 000 € bruts pour le mandat. Plus d'investissement local. David Guiraud, vous avez fait de l'abstention un peu votre cheval de bataille au niveau national. C'est très important. Comment vous allez mobiliser ces électeurs? D'abord, il ne faut pas commencer par faire du blabla. Je les comprends, les gens. À Roubaix, à Wattrelos, l'État s'est séparé d'eux. Je veux dire, vous regardez aujourd'hui la situation, vous regardez le patrimoine des ultra-riches en 10 ans, donc Hollande et Macron, plus 439% pour les ultra-riches, leur patrimoine. Et les habitants de Roubaix et de Wattrelos, là-dedans, ils ont quoi? Donc forcément, les gens ne bénéficient pas des investissements publics. Rendez-vous compte qu'il y a quelques années, il y a quelques décennies, Roubaix et Wattrelos faisaient pâlir d'envie la France entière. Il y a même la reine d'Angleterre qui est venue visiter la Lénière. Vous voyez? Et ces emplois sont partis de la suite de décisions politiques. Donc c'est ça qu'il faut faire si on veut renouer. Sur la probité, moi je suis d'accord, mais il faut pouvoir par exemple révoquer les élus en cours de mandat. Pourquoi est-ce qu'on élit un président tous les 5 ans et alors il fait ce qu'il veut? Il fait la réforme des retraites alors qu'il s'était engagé à ne pas la faire, comme l'a fait Emmanuel Macron. Il a tenté de faire une réforme des retraites. Ce n'était pas dans son programme. Donc vous voyez, il y a des choses à faire, mais encore une fois, si on ne répond pas aux aspirations sociales des gens, on retrouve ce dégoût. Je prends un dernier exemple. On a déclenché le plan blanc à l'hôpital de Roubaix. Mais on aura l'occasion de reparler de la santé. Oui, mais je n'ai pas vu ce sujet. Donc, il manque 50 infirmiers. Le plan blanc, normalement, c'est quand il y a des catastrophes. Vous savez, c'est quand il y a une épidémie de Covid, une catastrophe industrielle, beaucoup de blessés. Là, non, il n'y a rien. Il y a juste les personnels de santé qui sont au bord de l'épuisement. Donc les gens sont maltraités, sont mal soignés. Si on veut les refaire venir à l'élection, il faut commencer par porter des propositions sociales. C'est ce que j'entends faire. Frédéric Serdobel, vous, comment vous allez convaincre les électeurs d'aller voter? Déjà, excusez-moi. C'est par rapport à la pauvreté, la sécurité, les gens n'ont plus envie d'aller voter. Hein. Pensez-vous sincèrement qu'ils ont envie d'aller voter quand à côté de chez eux on leur brûle leur voiture pour aller travailler ou qu'ils n'arrivent pas à payer leur commission quand ils vont au supermarché? Non, je ne suis pas d'accord, donc ils ne vont pas voter. Hein. N'oubliez pas que nous sommes les oubliés de la France, c'est-à-dire sur le territoire Nord-Pas-de-Calais, hein, sauf pour certains touristes parisiens en fait, qui viennent visiter Wattrelos-Roubaix. Hein. Mais quand on sait que 60% de la population vit sous le seuil de pauvreté, hein, c'est-à-dire moins de 800 € par mois, la gauche les a laissés tomber. Hein. Mais aussi la droite n'a pas fait mieux. Hein. Nous, aujourd'hui, le Rassemblement national n'a jamais abandonné ses électeurs. Vous voyez, d'autres villes comme Hénin-Beaumont et autres, on a toujours défendu, on a mis en place d'autres politiques. Et ça s'est amélioré. Elle a des problèmes de santé aujourd'hui, elle ne peut pas être présente. On va passer à un autre sujet. Cette circonscription de Roubaix fait régulièrement la une de la presse nationale. Dernière polémique en date, une enquête de nos confrères de zone interdite sur l'islam radical. Roubaix, nouvelle fois sous le feu des projecteurs. Revue de presse préparée par Myriam Schelcher. Ici,
Ici, on propose des poupées qui ont toutes le même point commun. Elles n'ont pas de visage. Les yeux, la bouche et le nez ne sont pas dessinés. Des poupées sans visage vendues dans un commerce roubaisien. C'est l'image choc qui va tourner en boucle sur les médias, tous supports confondus. Le documentaire de Zone Interdite sur l'islam va faire les choux gras de cet hebdomadaire d'extrême droite qui décline au fil des pages des titres peu nuancés. Le sujet accapare aussi les ondes. Difficile d'échapper au scandale des poupées. Est-ce que les enfants, ça leur plaît à votre avis? Ils aiment bien, ouais. C'est un documentaire qui a fait beaucoup réagir. La polémique ne retombe pas après 8 jours après la diffusion d'un reportage sur la montée de l'islamisme à Roubaix. Notre consoeur Ophélie Meunier et un habitant de la ville ont été placés sous protection policière. Pire que les poupées, les menaces de mort à l'encontre de la présentatrice et du principal témoin de l'enquête, invité partout. C'est la première fois que vous êtes menacé de mort? C'est la première fois que je suis menacé de mort. La France entière s'alarme de l'islamisation à Roubaix. Les Roubaisiens, eux, oscillent entre colère et tristesse. La presse locale relaye leur dénonciation des amalgames, la stigmatisation d'une cité tout entière pour une minorité. À son insu, Roubaix s'invite aussi dans la campagne présidentielle, avec un candidat prêt à toutes les outrances. Roubaix. L'Afghanistan à 2 heures de Paris et à 20 minutes de chez vous. Les Roubaisiens apprécieront. D'abord ville au sang cheminé, puis au sang nationalité, ville la plus pauvre de France, désormais dépeinte comme la plus islamiste. Roubaix se débat comme elle peut, avec toutes ces étiquettes qui lui collent à la peau. Cette enquête sur l'islam radical à Roubaix, vous y avez participé, Amine El-Bailly. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision de la ville donnée par Zone Interdite ? Moi, ce que j'ai fait dans le cadre de ce reportage, c'est que j'ai voulu dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et je ne regrette en rien ce reportage, puisque nous avons dénoncé une minorité. Ça a changé la donne ? Une minorité qui, à la fois, salit la ville, mais aussi nos millions de compatriotes musulmans qui ne veulent pas être associés à des pratiques rigoristes. Et quand on parle de vivre ensemble, pardonnez-moi, mais le vivre ensemble, ce n'est pas vivre avec n'importe qui, et ce n'est pas vivre n'importe comment. Moi, je veux que la France reste la France. Je suis un fils d'immigrés. Et la ville qui m'a été contée par mes parents et par mes grands-parents n'est pas la ville dans laquelle je vis aujourd'hui. Et donc, je veux changer les choses. Et je ne veux pas heurter ni stigmatiser. Et je regrette que la première mesure qui a été prise, notamment par Madame Osson, ça a été de dénoncer le reportage, plutôt que de dénoncer le communautarisme qui envahit la rue Carnot, qui fait qu'un certain nombre de rues à Roubaix, rue de l'Épeule, rue de l'Alma, rue de la Noix, se communautarisent. Moi, je veux lutter contre le communautarisme et je veux que la France reste la France. Alors, Catherine Osson, on vient de l'entendre, ce communautarisme, ce reportage que vous avez effectivement dénoncé, est-ce que ça n'est pas une réalité, une facette de la réalité de Roubaix ? Alors moi, je n'ai pas de tabou sur ce sujet. En ce qui concerne les religions en général et l'islam en particulier, il faut absolument dépassionner le débat. Monsieur El-Bailly, votre action a sali la ville et vous avez blessé et heurté une population parce que... Mais c'est vous qui les avez blessés en les mettant au même endroit. C'est vous qui, depuis 30 ans que vous étiez au Parti Socialiste, c'est vous qui, depuis 30 ans, mettez la pauvreté au même endroit. Vous êtes une ancienne du Parti Socialiste. Aujourd'hui, sur votre acte, vous n'assumez même pas d'être une soutien et une fidèle bonne élève d'Emmanuel Macron. C'est vous qui avez porté toute la pauvreté au même endroit. Et donc moi, je dénonce l'inaction politique de votre ancien parti politique et de votre nouveau parti politique. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, Monsieur El-Bailly. Vous ne vous rendez pas compte des conséquences que ce reportage a eues sur l'activité économique. Moi, j'étais à l'usine à Roubaix avant les vacances de Noël. L'image que vous avez donnée de la ville, vous avez blessé les gens. Vous avez heurté toute une population qui ne se sent pas concernée. Vous avez en fait universalisé le comportement d'une minorité. Moi, je n'ai pas de tabou sur ce sujet. Vous faites l'amalgame entre musulmans et islamistes. Moi, je ne fais pas d'amalgame entre musulmans et islamistes. Moi, je veux lutter contre l'islamisme avec nos compatriotes musulmans qui subissent l'islamisme. Et elle est là, notre différence. Le reportage, ce n'est pas l'image qu'il a donnée la communauté musulmane, et vous le savez très bien. Le reportage visait principalement des commerces qui d'ailleurs ont été fermés, et je regrette que vous ne saluez pas, que vous n'assumez pas la loi séparatiste, la loi sur le séparatisme, que M. Guiraud veut d'ailleurs abroger. Moi, je veux porter un combat. Je veux porter un combat pour la laïcité, pour la défense des valeurs de la République,
avec nos compatriotes musulmans qui subissent l'islamisme. David Guiraud, vous avez vous aussi dénoncé ce reportage avec, vous avez dit, l'image salie de Roubaix. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui à M. El-Bailly? J'attends juste avec impatience le jour où les musulmans arrêteront d'être la cible privilégiée de toutes ces personnes qui utilisent ce problème pour ne pas parler des autres. M. El-Bailly est candidat Les Républicains à UDI. Je ne savais pas qu'il était aussi candidat d'Éric Zemmour, puisque pour que la France reste la France, c'est le slogan de campagne d'Éric Zemmour. Ça en dit long d'ailleurs sur l'évolution des Républicains, mais vous savez, même au plus haut sommet de l'État, on a des discours aujourd'hui qui pointent du doigt sans cesse les musulmans. Moi, quand je vais à Roubaix, quand je vais à Waterloo, je vois des musulmans qui ne demandent qu'une chose. S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de problème d'islam radical à Roubaix? Mais j'ai aucun tabou. On peut parler de tout, mais pas sur ces bases-là. Pas sur des bases aussi malhonnêtes. Pas en salissant les gens. Pas en les traînant dans la boue comme ça. La rue de la Noix, personne n'est allé les voir. Enfin, moi, j'y suis allé. Le patron de l'Union des commerçants, c'est un Auvergnat. Vous avez un caviste, c'est pas une rue islamisée. Par ailleurs, il y a des commerces musulmans. Vous savez pourquoi, monsieur, il y a des commerces musulmans? Parce que la vérité, c'est que je vais finir, monsieur El-Bailly, je vais finir. Dans cette rue, les commerces sont musulmans, parce que les musulmans sont les derniers à entreprendre dans cette rue. Pourquoi? Parce qu'il y a des problèmes de trafic de drogue, parce qu'il y a des problèmes de propreté, et qu'en vérité, plus personne d'autre ne s'investit dedans. Par exemple, vous avez le patron de l'Union des commerçants qui me disait la dernière fois, mais vous pourriez y installer une banque pour faire des retraits, puisqu'il y a beaucoup de commerces. La banque est tout au fond de la rue. Pourquoi ne pas avoir une banque en pleine rue? Qu'est-ce que font les pouvoirs publics pour favoriser l'implantation de nouveaux commerces? Un problème de sécurité, du coup, dans cette rue? Non, juste pourquoi est-ce que l'État ne favorise pas, du coup, l'implantation de commerce? Non, les musulmans investissent, ils entreprennent à Roubaix. Ben voilà, parce qu'ils sont là. Et on vit ensemble parce qu'on n'a pas le choix. On doit vivre ensemble dans cette ville-là. C'est tout. Je me permets de répondre en quelques secondes sur cette question. Nous ne devons pas aujourd'hui prendre en otage nos compatriotes musulmans et en les appelant à chaque fois à témoins, à chaque fois qu'on parle d'islamisme. Moi, je veux défendre nos compatriotes musulmans. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a la montée de la salafisation de la société. Ce qui se passe, c'est qu'une minorité, c'est-à-dire les salafistes, il y a aussi les frères musulmans, mais d'abord les salafistes, s'installent et veulent parler au nom de nos compatriotes musulmans. Sauf que nos compatriotes musulmans en ont ras-le-bol aujourd'hui de vivre dans ces conditions-là. Et donc, moi, je suis pour l'assimilation, je suis bien évidemment pour le vivre ensemble, et je veux faire en sorte que... On va écouter aussi l'avis du RN sur la question. Le débat va tourner que juste Frédéric Serdebel, allez-y. Donc, excusez-moi, moi, mon petit garçon a 9 ans, on est passé devant une boutique à Roubaix avec une poupée sans tête, c'est inadmissible. On doit être ouvert à la religion, on doit être ouvert à la culture, mais on ne peut pas admettre des commerces comme ça, de ce type comme ça à Roubaix. Après, quand j'y vais à l'usine ou je vais me balader, j'avais une agence, j'étais à l'agence bancaire au Crédit Agricole, je tenais l'agence, j'en ai vu de toutes les couleurs pendant 10 ans jusqu'en 2010. Vous trouvez ça normal? Non, on était là pour faire un métier, donner des aides aux personnes qui étaient en difficulté, aider dans les dossiers de crédit, etc. On n'était pas là pour se faire taper. Hein. On était... Je n'ai pas fini, monsieur. On n'était pas là pour se faire taper, on n'était pas là pour se faire traiter, on était là pour aider la population. Aujourd'hui, l'islam, vous êtes aussi complice de tout ce qui est voile, burkanisme au niveau de la France. Et l'islam, puisque vous dites que vous en avez vu de toutes les couleurs, qu'est-ce que vous avez vu de toutes les couleurs par rapport à l'islam? Aujourd'hui, monsieur, je vous ai parlé des magasins qui met en avant une religion qu'on ne connaît pas. Je ne vois toujours pas le rapport, monsieur, excusez-moi. Non, j'essaye de le chercher, je suis vous n'avez pas du mal, c'est vrai que vous arrivez de Paris, on n'a pas la même culture entre le Nord-Pas-de-Calais et Paris. On n'est pas des touristes ici. On y habite, on est roubaisiens, on a fait nos études ici. Interminable. Ce qu'il faut, c'est réconcilier la société. Et moi, je veux rendre hommage à nos compatriotes musulmans. Et si je suis élu député, eh bien, je m'engagerai pour rehausser les indemnisations à l'égard de nos compatriotes harkis et pieds noirs qui ont été lâchement abandonnés par notre pays. Parce que ces personnes-là, c'était nos compatriotes harkis qui dirigeaient les mosquées à Roubaix et qui ont été chassés par les salafistes. On va avancer un petit peu, on va revenir sur la circonscription. On va revenir sur la circonscription. Un dernier mot, allez-y. Justement, alors l'histoire du territoire, je la connais puisque vous parlez de hausse de la salafisation. Monsieur El-Bailly, je sais que vous avez passé dans votre voiture rue de la Noix pendant 20 minutes à Roubaix pour faire ce reportage ignoble. Vous n'avez pas dû lire, par contre, un reportage de sociologues de plusieurs centaines de pages qui ont étudié à Roubaix et à Maubeuge justement le phénomène de salafisation, comme vous dites, et qui conclut dans cette enquête où ils ont passé des soirées et des soirées entières pour faire une étude, non, c'est pas Monsieur Talpin, une étude complète en disant la salafisation est en baisse à Roubaix. Vous voyez, vous ne connaissez pas... On termine sur ce débat. On va passer à la sécurité qui a commencé à être abordée. Je vous propose d'écouter justement deux candidats qui ne sont pas sur le plateau et leurs propositions en matière de sécurité. On écoute. On votera pour le régalien, puisque ici à Roubaix, on se bat à la machette, au marteau et au couteau. Donc c'est qu'il y a un véritable problème. Donc on a une augmentation de l'insécurité
qui a explosé depuis justement cette fameuse post-Covid, donc l'après-Covid. Donc forcément, on ira dans ce sens-là. Madame Hausson a été originaire de cette proposition de loi concernant des anti-rodéos. Elle est insatisfaite elle-même de sa propre proposition de loi, donc c'est-à-dire tolérance zéro, retour des peines planchées pour les récidivistes, puisque forcément les personnes qui font cela sont forcément récidivistes. Ce n'est pas leur premier coup et ce ne sera pas leur dernier. La justice n'a pas les moyens de faire face à la criminalité et à la délinquance. On veut instaurer des peines planchées pour les crimes et délits et renvoyer tous les délinquants qui sont étrangers. On veut aussi donner les moyens à la justice et surtout à la police et aux citoyens de pouvoir se défendre aussi sans craindre des représailles. Il faut que la peur change de camp. C'est la présomption de légitime défense qu'on veut mettre en place pour que les policiers puissent faire leur travail sans craindre d'être menacés, d'être attaqués et de ne pas pouvoir faire leur travail. Et on veut aussi que les citoyens puissent se défendre sans eux-mêmes finir devant les tribunaux. Ça concerne les squatteurs, ça concerne énormément de domaines liés en règle générale à la vie quotidienne et à la sécurité quotidienne. On n'est pas forcément en faveur du port d'armes, mais déjà il y a la défense excusable qu'on prône et surtout la présomption de légitime défense pour la police. Catherine Hausson, je vous ai vu vivement réagir pendant qu'on entendait ces propos. Quelle solution à l'insécurité ? Quelle solution à l'insécurité? C'est d'abord de remettre des moyens. La RGPD sous Sarkozy a coûté très cher au commissariat de police de Roubaix puisque nous étions à des effectifs proches de 750 et en 2017 nous étions à 400 policiers. Et donc ce gouvernement a remis des moyens sur la police et la justice parce que c'est un tandem qui doit fonctionner ensemble. C'est 10 000 policiers. C'est suffisant ? C'est pas suffisant. Non, ce n'est pas suffisant, mais en tout cas, c'est un début. C'est aussi des véhicules, c'est aussi des moyens. Moi, j'ai passé beaucoup de temps aux côtés des forces de l'ordre, qui est le corps de métier des fonctionnaires le plus contrôlé en France. Et qui, d'ailleurs, à Roubaix, on ne dit pas police nationale, on dit police de Roubaix. Parce que les policiers eux-mêmes ont bien conscience qu'ils sont sur un territoire qui n'est pas comme ailleurs. Alors, je suis très choquée de ces propos sur l'armement, alors qu'on est encore sous le choc de cette catastrophe dans cette école où des enfants ont été tués. On sait ce que c'est que les citoyens armés, voilà ce que ça donne. Ça donne des morts dans des écoles. Enfin, aux États-Unis. Nous sommes dans un état de droit et il y a une police municipale qui fait la proximité. On a une police nationale et une gendarmerie qui s'occupent du régalien. Alors pour améliorer la situation? Remettre des moyens, une justice beaucoup plus proche de nos citoyens, beaucoup plus moderne. Vous avez quand même des peines qui sont parfois, notamment quand elles concernent les jeunes, quand elles tombent au bout de plusieurs mois, ça n'a plus de sens parce qu'entre deux, quand le jeune est redevenu en insertion et a retrouvé du travail, on casse son cheminement et refaire de la prévention. Frédéric Serdobel, sur la sécurité, rapidement. Très bien, on n'a pas été au gouvernement pendant 5 ans, on n'a pas été député sortant. Je suis heureux de vous rencontrer, Mme Hausson, parce que j'habite Roubaix, je ne vous connaissais pas, je suis heureux de vous rencontrer. On ne doit pas fréquenter les mêmes lieux. Non, je ne pense pas, non, mais nous à Roubaix, vous êtes la députée. Comment vous améliorez la sécurité dans la sécurité, la sécurité, déjà, c'est une grande question, mais c'est aussi une de nos priorités, la sécurité des habitants. Donc nous, on ne fait pas du abattage de policiers, on soutient la police, on a toujours soutenu durant les 5 ans que vous étiez en mandat. Donc plus de police pour les quartiers ? Plus de police, plus d'écoute des habitants, essayer de résoudre les problèmes d'une autre manière. Mais c'est le rôle de la police de proximité du quotidien. Oui, mais vous avez quand même voté toutes les lois de M. Macron comme une bonne élève. Je vous en félicite quand même, Hausson. On va avancer un petit peu maintenant. On va parler du pouvoir d'achat qui est au cœur de cette campagne. La sécurité, parce que c'est fondamental. On a compris très rapidement parce que vous êtes en avance et il nous reste peu de temps. On va aborder sécurité est la première de nos libertés. Madame Hausson a porté une loi sur les rodéos sauvages qui n'est pas appliquée. Moi, je propose de frapper les délinquants au portefeuille en permettant les saisies sur salaire et sur les allocations familiales pour garantir l'exécution des peines. Et s'agissant des étrangers, en ce qui concerne les étrangers, eh bien, à l'issue de leur peine de prison, on doit appliquer la double peine. C'est la prison et l'avion. Alors, quand même dingue, en un mot du coup sur la sécurité, on vous laisse parler vous aussi, David Guiraud, rapidement. On vit quand même dans une drôle d'époque, la sécurité est la première des libertés. Mais allez vivre en Corée du Nord, où la sécurité est maximale, vous allez voir si vous êtes Ce n'est donc pas votre priorité, on va garder du temps de parole pour un autre sujet. Aujourd'hui, vous avez des... Je le fais très rapidement parce que je n'ai pas parlé sur ce sujet-là, mais par exemple, en ce moment, on a ce qu'a fait Emmanuel Macron,
les quartiers de reconquête républicaine, comme si on était encore au temps des croisades, ou alors en ce moment à l'Alma, quartier de l'Alma, vous avez des cordons de CRS, des fois, qui se déploient, qui contrôlent tout le monde à l'aveugle. Je vous assure que c'est assez vexant pour des jeunes, et puis qui repartent. Voilà, c'est ça la politique de sécurité. Quelles sont les solutions que vous Je suis pour une police nationale, d'abord. Pas pour des polices municipales, parce que des polices municipales, c'est des inégalités de moyens entre chaque municipalité, et la sécurité est un droit applicable à l'ensemble des Français, et il ne peut pas y avoir de fracture là-dessus. Et puis pour une police de proximité, c'est-à-dire une police implantée sur son territoire, qui connaît les gens, avec les moyens pour bien faire son travail, en rénovant en premier lieu les commissariats. Sur la sécurité, on va passer au pouvoir d'achat au cœur de cette campagne, sujet de préoccupation d'autant plus important dans cette circonscription où un habitant sur 2 vit avec moins que le SMIC. Écoutez ce qu'attendent les électeurs de votre circonscription. Pour nous, c'est le pouvoir d'achat, le fait que les habitants puissent se sentir écoutés par rapport à leurs vraies problématiques actuelles, l'emploi, la solidarité, l'économie, enfin tout ce qui touche autour du budget. L'emploi et puis le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat dans quel sens? Dans le sens, vous avez vu la pompe là, ouais. On est à quasiment 2 € le litre, hein, même avec 18 centimes de ristourne, ça reste quand même très cher. Hein. Puis tout augmente hein, maintenant. L'huile a monté, multiplié par 5, l'huile tournesol, ça fait x5 maintenant. Et qu'est-ce que vous attendez particulièrement, vous? Qu'on pense quand même aux retraités, parce qu'on n'a pas été augmenté pendant un moment, parce que le coût de la vie l'augmente, mais nous on est toujours au même point, quoi. On va parler de la jeunesse, parce que c'est important, parce que c'est aussi notre futur, du travail, parce que dans le Nord on en manque beaucoup. On n'a pas assez de formation. Je pense que ça, c'est super important, la formation des jeunes et même des moins jeunes. Qu'est-ce que vous attendez, vous, madame, d'un député? Du changement. Du changement, ça vous parle, Catherine Hausson? Oui, c'était la promesse de 2017. Alors sur la 8e circonscription, c'était un petit peu compliqué parce que il y avait un risque extrême droite et extrême gauche, et donc c'est aussi pour ça qu'on est venu me chercher, parce que moi je suis élue de terrain depuis 2008. J'ai été conseillère municipale à l'action sociale, à l'urbanisme, et j'étais conseillère départementale. Je connais très bien mon territoire. On vous attend là maintenant sur le pouvoir d'achat. Qu'est-ce que vous proposez? Alors sur le pouvoir d'achat, j'ai entendu parler des retraites. Dès le 1er juillet, les retraites seront augmentées et seront indexées sur le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, on l'aborde souvent en termes de ce qu'il y a sur la fiche de paye à la fin du mois, mais le pouvoir d'achat, c'est aussi ne plus payer sa taxe d'habitation. C'est un bouclier fiscal qui protège aussi. On a malheureusement, après une crise sanitaire... Alors, il y a peu de gens qui payent l'impôt... Comment? La taxe d'habitation, non mais c'est quand même dingue. La taxe d'habitation, il y a 18% des Français qui la payaient pas. À Roubaix et à Wattrelos, les gens sont des classes populaires, donc il y en a beaucoup qui la payaient pas. Cette suppression ne profite pas aux gens de Roubaix et de Wattrelos. Par contre, il y en a qui vont en profiter. C'est que c'est 15 milliards d'euros de gagner pour les Français en moyenne, la taxe d'habitation supprimée. Sauf que, devinez quoi, les 20% les plus riches profiteront de la moitié de cette réduction. Voilà ce que j'appelle, Madame Hausson, être le président des riches et la candidate des riches. Vous faites des suppressions d'impôts qui ne profitent pas aux gens les plus pauvres, mais qui profitent aux gens les plus riches. Alors rapidement, vos solutions pour le pouvoir d'achat? Par exemple, SMIC à 1 500 € net. Personne en dessous du seuil de pauvreté, fixé à 1 063, je crois, euros net par mois. Et surtout, le blocage des prix. Aujourd'hui, quand vous regardez les augmentations... Le blocage des prix, ça concerne les gens qui consomment. Vous allez protéger d'abord les riches qui consomment avant de protéger les pauvres. Mais non, madame, je vais vous dire... Sur le pouvoir d'achat, il faut faire la différenciation entre ceux qui ont peu de moyens et ceux qui en ont beaucoup. Alors justement, comment vous la faites? Solution pour tout le monde. Excusez-moi, madame Hausson, comment vous faites dans un supermarché pour faire la différenciation? Aujourd'hui, dans les supermarchés, ce qui se passe, c'est qu'il y a plus 15% d'augmentation sur le prix des pâtes. Il y a plus 11% sur les viandes surgelées. À la pompe également, vous avez une augmentation. Là, on est quasiment à 2 € le litre. Sur les factures d'électricité, je finis, monsieur, sur les factures d'électricité, on a des régularisation en ce moment où ça va être des plus 300, plus 400 €. Donc moi, je suis désolé, si on ne bloque pas les prix, comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal, c'est quand même pas des grands bolcheviques, Espagne, Portugal l'ont fait, l'Union européenne est d'accord, qu'attend la France pour le faire? Nous sommes pour bloquer les prix. Voilà. Frédéric Serdobel, vos propositions? Pas les loin, Mme Hausson, vous allez en Belgique, la TVA sur l'électricité est passée à 6% depuis le 1er février. Pourquoi en France, on n'a pas fait la même chose avant les élections présidentielles? Nous, depuis longtemps, on parle du pouvoir d'achat. Le Rassemblement national est la première opposition vis-à-vis de votre parti politique et du président actuel. Et vos propositions concrètes? Nos propositions, c'est baisser la TVA à 5,5 sur tout ce qui est énergie, et donc vous favoriserez carburant. Les riches. Excusez-moi? La TVA, elle concernera également les riches. Mais nous, on est plus pour une différenciation en France, et cibler les personnes les plus fragiles. Ah, avec un chèque de 50 €, madame. Oh, il va aller loin. Une fois un chèque de 50 €, vous allez à la station d'essence, vous avez rempli la moitié de votre voiture ou la moitié de votre caddie. Même les petits commerces comme Aldi, Lidl ou autres,
On va faire des courses, on paye un paquet de pâtes à 2 € au lieu de 70 centimes. Vous trouvez ça vous aurez normal? le triplement de la prime Macron, et là vous aurez la prime d'activité. La prime Macron, 50 € tous les 3 mois, tous les 6 mois. Excusez-moi, la TVA à 5%, 5,5% sur l'électricité, ça fait gagner 12 à 15 € par mois. L'une de vos propositions. Le carburant, qu'est-ce que vous le proposez gaz, d'autre? mais aussi la suppression de la redevance télé aussi. C'est inadmissible. On paye encore une redevance télé vis-à-vis de la... On débat pour les législatives, vous savez, ici où on est? On est sur le service public ici. Donc vous voulez plus qu'il y ait de service public audiovisuel? C'est qui fera? C'est CNews qui fera? Comment on fait sur TF1 ou d'autres chaînes publiques? Je pense que c'est pas la priorité des gens. Aujourd'hui, on va peut-être repasser au caddie, justement. Qu'est-ce que vous proposez pour les gens qui ont du mal à remplir leur caddie? Remonter le SMIC. Déjà, un SMIC à 1270 € pour un employé sous papier, ce serait ça normal. Vous voulez le fixer à quel montant? Par rapport à l'inflation. On doit remonter vis-à-vis de l'inflation. Et quel montant? Le SMIC devrait atteindre 1400, 1500 € par mois, au minimum. Attendez, juste une chose, c'est pas du tout dans le programme de Marine Le Pen ce que vous êtes en train de dire. Excusez-moi, et votre programme, au niveau du pouvoir d'achat, vous récupérez toutes nos idées. Chacun fait Depuis le mois de septembre, on parle du pouvoir d'achat, monsieur. On est réel, on subit, on voit, on va juste avancer un petit peu, on va laisser tout le monde parler. On consomme aussi, depuis le mois de septembre, on parle du pouvoir d'achat d'un seul coup. Le pouvoir d'achat est rentré à tous les hommes politiques. Si ça vous dérange pas que je parle. Non, mais je termine d'abord, monsieur. On va laisser monsieur Sardobel finir, après je vous redonne la parole, mais rapidement. Parce que mentir aux gens. On ment. Le SMIC à 1500 € n'est pas dans le programme de Marine Le Pen. Ça n'est pas vrai. Et vous, le pouvoir d'achat est dans votre programme aujourd'hui. Vous êtes pour une revalorisation du SMIC, on l'a entendu. On va passer à monsieur Elbaï rapidement, puisque vous êtes déjà en avance. Vos propositions sur le pouvoir d'achat. S'il vous plaît, on s'écoute, ce sont les règles du débat. C'est au tour de monsieur Elbaï. En matière de pouvoir d'achat, personne ne parle de la hausse de la CSG votée par Madame Osson. Personne ne parle de la baisse de 5 € des APL et la suppression des APL accession votée par Madame Osson. Alors moi, très rapidement, je suis juriste en droit public et fondateur d'une association qui s'appelle la Caisse sociale. Et je veux verser à la source les aides fiscales et sociales qui ne sont pas réclamées par les classes moyennes. Je veux faire en sorte que tous les droits sociaux des classes moyennes puissent être versés automatiquement de la même façon où on a été capable de mettre le prélèvement à la source. Et enfin, indexer évidemment les retraites sur l'inflation tous les ans et pas tous les 5 ans, comme le propose La République en marche. Par ailleurs, et je vous le dis, il est temps aujourd'hui de mettre un terme à l'inefficacité du quinquennat de Madame Osson. Moi, je veux bloquer le prix à la pompe à 1,50 € parce que les gens n'en peuvent plus. Nous devons supprimer les taxes sur la taxe et diminuer les taxes sur l'essence. Sur le pouvoir d'achat, son corollaire, c'est l'emploi. Est-ce que vous avez des propositions? On sait que dans certains quartiers de Roubaix, le chômage va jusqu'à 50%. David Guiraud, vos propositions? D'abord, il faut partager le temps de travail. Aujourd'hui, vous avez 13 fois plus de chômeurs que d'emplois vacants. Donc c'est pas vrai qu'en traversant la rue, comme l'a dit Emmanuel Macron, j'imagine que Madame Osson est d'accord avec cela, on trouve du travail. Ça n'est pas vrai. Donc il faut commencer par partager le temps de travail. Je ne comprends pas pourquoi on fait. Oui, ben, ça concerne les Roubaisiens, vous savez. Quand vous avez des gens qui sont sur des postes de travail, qui travaillent 37 ou 40 heures par semaine, alors que si on faisait une semaine à 35 heures, voire à 32 heures pour les métiers pénibles et de nuit, ça libérait de l'espace pour travailler plus. Vous comprenez? Ensuite, on a besoin d'un grand plan de réindustrialisation de ce pays. Fut un temps où Roubaix ou Wattolo étaient des grandes industries de pointe dans le textile. On n'a plus besoin de textile. Aujourd'hui, vous avez vu pendant la crise. Il faut faire revenir, par exemple, l'industrie textile dans la région. Évidemment, vous avez... revenir, mais on sait que ça crée beaucoup moins d'emplois avec les machines. Vous avez vu quand même, oui, c'est vrai, mais vous avez vu quand même que dans ce pays qui est la 6e puissance économique mondiale, on n'a même pas réussi à faire des masques en quantité suffisante pendant la crise du Covid. Donc on a besoin de textiles, on a besoin de savoir fabriquer et de réapprendre à fabriquer des vêtements plutôt que de les faire importer de l'autre côté du monde par des gamins souvent qui sont en situation de quasi-esclavage. Comment on fait pour redonner de l'emploi dans ces poches où justement on est à 50% de chômage? Alors moi, j'aimerais bien que M. Guiraud m'explique, quand il veut partager le temps de travail, qu'est-ce qu'il dit à Logs, qui vient de s'installer dans la zone industrielle de la Martrie Noire après avoir reconverti le site de la Redoute, qui propose 400 emplois et qui ne recrute pas. Qu'est-ce qu'il dit aux restaurateurs de notre circonscription qui ne trouvent pas, qui sont obligés de réaménager leurs horaires parce qu'ils n'ont pas assez de personnel pour travailler? Qu'est-ce que vous leur dites? Et vous allez dire, ces gens-là qui cherchent des employés, c'est quoi la solution? C'est ça le problème, madame. Moi, je veux bien leur dire. Hein. Non, on va laisser Madame Osson finir sur cette question, justement. Qu'est-ce que vous proposez à ces employeurs
Qu'est-ce qu'on propose à ces employeurs? D'abord, il faut mettre en relation les demandeurs d'emploi, parce que nous, notre territoire, il est touché aussi par des demandeurs d'emploi de longue durée. C'est un vrai sujet sur le territoire, et donc on ne peut pas leur proposer un emploi du jour au lendemain. Donc, continuer à soutenir les structures, les missions locales, enfin toutes les personnes qui accompagnent ces gens, parce qu'une formation n'est pas souvent suffisante. Je pense par exemple aux familles. Ce que vous dites. Mais si, aujourd'hui, le seul acte concret que vous avez fait, que vous avez voté, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est 2 milliards d'euros d'économies par an sur le dos des plus précaires. C'est 2 milliards d'euros d'économies par an. Et le chômage a baissé à Waterloo. Non, le chômage n'a pas baissé. C'est le chômage de longue durée. Ce sont les gens qui sont éloignés de l'emploi. On laisse Catherine Hausson finir. Ils ne sont pas dans la mobilité, qui ne peuvent pas se déplacer. Prenez l'exemple des moyens familles pour la monoparentales. formation. Moi, les mamans d'élèves que j'ai eues à mon école, qui faisaient les 3-8 en Belgique ou qui étaient en contrat d'insertion, le problème, c'est le mode de garde d'enfants. Si vous n'avez pas l'offre d'emploi n'est pas suffisante, il faut un accompagnement tout autour pour pouvoir prendre en charge les enfants quand ils sont malades, et qu'elle doit continuer à travailler. Quelle proposition concrète, du coup, pour ces femmes? Soutenir toutes les structures autour de l'emploi. Et puis entendre aussi les représentants de chômeurs. Depuis des années, on traite le chômage, on n'entend jamais les associations représentantes de chômeurs. Mais les associations de chômeurs vous disent de revenir sur la réforme de l'assurance chômage. Est-ce que oui ou non, vous allez abroger la réforme de l'assurance chômage? Vous parlez d'emploi qui a été créé, ça n'est pas vrai. Vous avez des économistes, notamment une dans le Monde, Madame Jeannie Coutris, qui dit que vous avez par exemple sur les chômage vous disent le contraire sur la 8e. Non, les chiffres du chômage, Madame, sans rentrer dans le débat des chiffres. C'est important, parce que sur les 100 000 emplois nets qui ont été créés, par exemple, cette année, vous avez les 2/3 qui sont en intérim. Vous savez c'est quoi la durée moyenne du travail en intérim? C'est 2 semaines, Madame Hausson. 2 semaines, c'est un peu léger pour boucler l'année, vous voyez? On va juste laisser la parole à Frédéric Serdobel sur l'emploi. Nos habitants de Waterloo-Roubaix, il faut un emploi durable, c'est-à-dire répondre à la demande d'offres d'emploi. On doit proposer des formations qui correspondent aux offres d'emploi actuelles, pas dépenser des milliards comme ça a été fait depuis 30 ans, socialistes, de droite, de gauche. Aujourd'hui, on doit adapter les formations professionnelles par rapport à la demande d'emploi. Axé sur la jeunesse, c'est dès la formation. La jeunesse, une vraie formation par rapport aux offres d'emploi qui est vacant. Il y a des offres d'emploi qui sont vacants, qui ne sont pas acquis. Pourquoi? Parce qu'il manque des formations adaptées. On fait des formations qui sont payées des milliards d'euros, qui n'ont servi à rien. Les gens sortent de là, ils n'ont pas d'emploi durable. Ils ont travaillé une semaine en intérim, mais après c'est fini. Ils sont investis pendant 5-6 mois en formation, avec un minimum d'argent. Et ils se disent on va trouver un emploi grâce à cette formation. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. On doit adapter la formation par rapport aux offres qui sont à la demande. Il nous reste seulement quelques minutes avant votre carte blanche. On nous parle des emplois vacants. Vous savez combien il y en a? Il y a des emplois vacants. Vous savez combien il y en a en France? On vient de parler de formation. Non, mais parce qu'ils ne répondent pas tous les deux là-bas. Mais il y en a 264 000. Vous savez combien il y a de chômeurs en catégorie A? Il y en a plus de 3 millions. Donc arrêtez de dire aux gens et de leur mentir. On n'est pas tous au tertiaire. Les emplois vacants, il n'y en a pas assez, il suffit de faire des formations. Nous ne sommes pas tous des employés. On va passer justement, c'est en lien avec la formation. Si vous voulez avoir le temps de développer très rapidement votre projet pour l'école publique, justement, puisque on sait qu'à Roubaix, il y a un fort taux d'absentéisme, un fort taux d'illettrisme. C'est une circonscription très jeune, mais où on est aussi très peu diplômés. Quelles sont vos solutions? Qu'est-ce que vous proposez, David Guiraud? D'abord, nos jeunes ne sont pas assez encadrés. Les professeurs sont souvent précaires. C'est difficile de faire cours quand on est professeur aujourd'hui. Vous savez, en termes de salaire net, on est 20e dans l'OCDE. Nous sommes en dessous de la moyenne. Revalorisation donc des professeurs. Revalorisation des salaires. Titularisation des précaires. Pour les jeunes, il n'est pas normal qu'un jeune ait à travailler en même temps qu'il étudie. Nous ferons donc une allocation d'autonomie de 1063 € net par mois pour les jeunes, pour qu'ils puissent prendre leur temps pour étudier dans de bonnes conditions. C'est ce qu'on retiendra. À vous, Monsieur Elbaï. S'agissant de la jeunesse, ramener évidemment les jeunes vers l'emploi et pas donner une allocation sans contrepartie, mais bien un revenu jeune actif, 670 € par mois, en contrepartie d'une formation professionnelle. Une banque nationale des jeunes pour financer les projets, financer les études aussi qui sont de plus en plus coûteuses pour les jeunes. Et enfin, réviser, s'agissant des étudiants, le montant des bourses sur critères sociaux. Par ailleurs, j'ajouterai en ce qui concerne les parents, puisque nous avons beaucoup de parents à l'école, et je salue aujourd'hui le travail effectué par les enseignants, c'est assouplir la carte scolaire, permettre aux parents de choisir librement le choix de son école, plus proche du travail, plus proche des gens, et puis surtout penser à l'intérêt de l'enfant. On restera sur ce propos. C'est à vous, Catherine Hausson. Alors sur l'école, les moyens ont été mis sur ce quinquennat. Moi, je pense que l'école doit rentrer effectivement dans le 21e siècle. Il faut aussi revaloriser le métier d'enseignant. Moi, je n'étais pas pour le recrutement à Bac+5 parce qu'on ne recrute pas comme on recrutait à Bac+3. Et donc forcément, à une époque, on a proposé le Bac+5 des enseignants, mais on n'a pas mis les moyens conséquents parce que les revendications... Donc on revalorise le salaire des enseignants. Revaloriser le salaire des enseignants, revaloriser aussi la formation.
et puis accompagner les familles avec les cités éducatives, avec tout le milieu associatif qui rayonne autour de l'école et qui va accompagner l'enfant sur sa journée très complète. Rapidement, Monsieur Serdobel, en quelques secondes. Aujourd'hui, au niveau de l'école, la France apporte à la jeunesse une précarité déjà dès le départ. On n'a pas une égalité des chances dès qu'on arrive à l'école à Roubaix ou à Wattrelos. À Roubaix, on est quand même une des villes où on a des grandes universités. Bon, en fait, ça n'a pas vraiment été la ville de l'étudiant, la ville des grandes perfections. En fait, aujourd'hui, la jeunesse, elle est oubliée. Elle a du mal à se loger, elle a du mal à se loger, à se nourrir, parce qu'ils sont obligés de travailler à côté pour faire leurs études. Il faut aider toute cette jeunesse, il faut construire des logements étudiants, aider ces étudiants, aider cette école aussi publique. Voilà pour vos propositions. On n'a plus le temps, merci beaucoup, puisque nous arrivons au terme de ce débat. Alors avant de le clore, eh bien, nous vous laissons à chacun 45 secondes de carte blanche. Vous allez avoir un chronomètre qui va s'activer et vous indiquer le temps qui passe. Donc après tirage au sort, eh bien, c'est vous, Frédéric Serdobel, qui avez été désigné pour être premier. Donc Rachida sera la candidate Rassemblement national pour le vote utile. Elle va se battre pour le pouvoir d'achat. Elle sera pas complice de M. Mélenchon pour avoir réélu M. Macron. On sera le vote utile, c'est le Rassemblement national. Nous ne sommes pas le député sortant. On va mettre en avant la sécurité, le pouvoir d'achat. Elle sera élue députée. Elle fera du pouvoir d'achat et de la sécurité une de ses priorités durant son mandat. Sans oublier de rendre à la jeunesse la France est fière d'elle en fait. Élue députée, elle fera de votre sécurité et votre pouvoir d'achat une de ses priorités. Merci. Amine Elbaïs, c'est à votre tour. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, à seulement 26 ans, je me présente pour la première fois devant vous. En citoyen libre, vous m'avez vu et vous m'avez entendu dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et aujourd'hui, c'est avec humilité que je m'adresse à vous. Je suis un enfant d'ouvrier, je suis un enfant d'immigré. Et parce que j'aime mon pays, et parce que je veux que la France reste la France, je veux que Roubaix redevienne Roubaix et que Wattrelos reste Wattrelos. Eh bien, je veux porter avec vous les réformes nécessaires contre l'immigration clandestine, pour plus de sécurité, pour plus de pouvoir d'achat, pour défendre la valeur travail et pour défendre les salariés et nos retraités. Le dimanche 12 juin, votez et faites voter pour Amine Elbaïs et Elisabeth Beaugrand. Merci. David Guiraud, c'est à votre tour. Ne laissez pas Emmanuel Macron avoir une majorité. Son projet est antisocial et il va contre les intérêts des habitants de Roubaix et de Wattrelos. Si vous élisez une majorité de candidats de la NUP, la Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale, dont je suis le candidat aujourd'hui, en portant Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, vous pourrez avoir la retraite à 60 ans, le droit de prendre soin de vos enfants, de vos petits-enfants, de votre famille. Vous aurez le SMIC à 1 500 € net appliqué dès les premiers mois du mandat. Vous aurez le blocage des prix de l'électricité, le blocage des prix de l'alimentation, le blocage des prix de l'essence, parce que je sais que dans cette circonscription, beaucoup de gens n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Voilà, faites le choix de la dignité, de la sincérité, et puis de l'engagement, parce que dans ce pays, on n'obtient jamais rien sans se battre. Catherine Hausson, c'est à votre tour. Je suis à nouveau candidate pour Roubaix et Wattrelos. Je suis à vos côtés depuis 2008 en tant qu'élue locale, en tant qu'élue municipale, départementale et depuis 2017 à l'Assemblée nationale. Je dépose une candidature de proximité. Je connais bien les habitants. C'est un territoire où j'ai toujours vécu, où je vivrai toujours. Je connais ses habitants, son territoire, les clubs qui fréquentent, les associations. Je vous ai accompagné depuis 5 ans sur mes permanences. Je n'ai pas failli sur l'emploi, sur les difficultés du quotidien, sur les projets, sur le logement. Je dépose une candidature d'honnêteté. Je ne vais pas faire de fausses promesses démagogiques irréalisables. Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat à Roubaix et ne sera pas Premier ministre. Je dépose une candidature d'efficacité. C'est terminé. Merci à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Je rappelle qu'à ce jour, vous êtes 10 candidats déclarés dans cette circonscription. Dans le respect de l'équité, je vous propose de regarder la liste des 4 autres prétendants à la députation. Voilà, merci Odile Senelard d'avoir co-présenté avec moi cette émission que vous pouvez retrouver sur Internet et ce soir à 23h. Dans un instant, votre journal régional. Je vous souhaite une très belle soirée.